Bonjour, aujourd'hui je vous propose qu'on travaille sur une nouvelle qui s'appelle Le salaire du sniper. C'est une nouvelle de Didier Dynanx où vous avez travaillé sur sa biographie. Je vais diviser la lecture de la nouvelle en trois parties, d'accord? Donc je vais vous la lire si vous le souhaitez, d'accord? Autrement, vous pouvez la lire vous tout seul. Alors vous la trouvez, vous tapez Le salaire du sniper PDF, vous la trouvez directement sur Google, je vous donnerai les liens. Donc c'est un recueil de nouvelles dans Passage d'enfer, c'est la première nouvelle. Donc vous rendez directement à la page 5, le salaire du sniper. Je commence la lecture. Il n'y a rien de pire qu'un conflit qui s'éternise. La pluie avait remplacé la neige de la veille, et une eau boueuse rongeait peu à peu les îlots de poudreuse. Quelques voitures filaient droit devant, tout phare éteint, sur l'ancienne avenue de la Fraternité. Elles bondissaient sur le revêtement défoncé, plongeaient dans les mares noirâtres avant de disparaître derrière les murs ruinés du dépôt des autobus. De temps en temps, une silhouette s'aventurait sur le pont, dont les lattes disjointes brinque-ballaient au-dessus des remous de la Milva. Les gilets pare-balles donnaient des carrures de joueurs de football américain aux soldats interposés qui observaient la ville depuis leur château de sable. Au loin, un convoi blindé pénétrait dans le tarmac de l'aéroport pour venir hérisser ses canons autour d'un Hercule C-130 chargé de vivres qui, tout juste posé, s'apprêtait déjà à repartir. Il n'y a rien de pire qu'un conflit qui s'éternise. C'est exactement ce que pensait Jean-Yves Delors en allumant sa première cigarette de la matinée, debout, derrière la vitre sale du Holiday Inn. La fumée lui brûla les poumons. Il retourna vers le matelas posé à même le sol. La fille était partie la nuit, et la griffe rouge de ses lèvres sur l'oreiller était la seule trace qu'elle avait laissée dans sa vie. Il s'approcha du lavabo et souleva en vain la commande du mitigeur. Le groupe électrogène n'était pas encore en marche. Il revint dans la chambre pour remplir une petite casserole d'eau minérale qu'il fit chauffer sur le camping-gaz, puis jeta 2 cuillerées de Nescafé au fond d'un verre. Une rafale de mitrailleuse résonna sur les hauteurs, et il n'eut même pas besoin de regarder par la fenêtre pour savoir quelle batterie avait inauguré le 1623e jour de conflit. L'oreille suffisait. Après 4 mois de présence pratiquement continue à Kotorowsk, Jean-Yves Delors pouvait identifier le son de toutes les pièces d'artillerie disposées sur les collines environnantes. Il avala rapidement l'eau colorée avant de cogner du plat de la main contre la cloison pour signaler à son équipier qu'il était prêt, quand le téléphone cellulaire se mit à sonner. La voix de Polek se frayait un chemin dans le siècle qui séparait les bureaux climatisés parisiens du palace ravagé de Kotorowsk. C'était un basque massif qui répondait au nom de Paul Exarmandia, mais toute la profession l'avait comprimé en Polex le jour où il avait pris la direction du service étranger, le pool extérieur en jargon de métier. C'est toi, Delors, ça va bien? Comme un lundi. On est mardi. Justement. Polek soupira. C'est calme ce matin? Il ne faut pas se plaindre, le périph' est dégagé. Philippe, le caméraman, se glissa dans la chambre et interrogea Delors du regard pour savoir avec qui il discutait. Le reporter obtura le micro avec sa paume. C'est Polex qui s'informe sur la météo. La voix nasilla dans l'écouteur. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'entends? À peu près. La batterie est en fin de course. Très bien, je vais faire vite. Je sors à l'instant de la conférence de rédaction élargie. Tout le monde était là, la grosse pomme et des fruits annexes. On s'est fait tirer dessus comme des lapins. Je n'aurais pas voulu être à ta place. Le basque se fit cassant. Écoute, Thévan, ça va un temps. À ton âge, j'avais déjà 3 ans de crapahutage dans les oreilles, caméra 16 à l'épaule, et je m'en suis repris presque autant au Vietnam. On faisait la lumière au napalm. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me fous de ce que tu voulais dire. On verra où tu en seras à 55 balais. En attendant, tes vannes, tu les gardes, c'est tout. Delors se tourna vers Philippe qui feuilletait un exemplaire du Monde vieux d'une semaine exhumé dessous le matelas, et ayant capté son regard, leva les yeux au ciel. Excuse-moi, qu'est-ce qu'il nous reproche exactement? Il ne parle pas avec des mots, mais avec des chiffres. Part de marché, taux d'audience, indice de pénétration, répartition par couches socio-professionnelles. En résumé, le journal a décroché de 5 points sur la moyenne du dernier trimestre par rapport à la concurrence. Tous les programmes qui suivent chutent, d'autant la pub, les téléfilms, les variétés. On ne joue plus notre rôle de locomotive. C'est un problème, mais je ne crois pas qu'on ne puisse grand-chose à Kotorowsk. Polex laissa peser un silence. Ce n'est pas ce qu'ils ont l'air de penser. Écoute, Paul, tu sais bien qu'on ne va pas faire exploser l'audimat avec un conflit aussi enlisé que celui-ci. Il faut être là au cas où ça pète, parce que les éclats arroseront l'Europe entière. On ne joue pas le même rôle que les cow-boys de la une.
Ils débarquent une fois par mois en profitant du zinc de l'ONU qui amène la relève des casques bleus. En 2 jours, ils mettent en boîte un sujet bidon, ils repartent comme ils sont venus aux frais des Nations Unies. Le problème, c'est que leurs sujets font de l'audience, si bidon soit-il. Il faudrait peut-être se poser des questions. La semaine dernière, en 3 minutes, ils ont raconté l'histoire de ce couple qui avait vécu séparé pendant 3 mois après la destruction du dernier pont sur la Milva. Avec, au final, les retrouvailles sur les planches branlantes du pont provisoire installé par les compagnons du devoir, venus spécialement de Bourgogne. Ils nous ont écrabouillés. Jean-Yves Delors coinça le récepteur entre son épaule et sa joue pour allumer une cigarette. Tu veux que je t'explique comment ils ont bidouillé leur truc? Je me fous de la cuisine interne. La réalité, c'est ce que les gens ont vu. C'est comme la chute de Berlin. La chute du mur, tu veux dire? Non, la chute de Berlin en 1945. Les Américains ont tourné des kilomètres, des pellicules couleurs dans les rues de la capitale du Reich. Du brut de décoffrage. De leur côté, les Russes ont emmagasiné de fausses actualités en noir et blanc. Ils ont reconstitué les principales phases de la bataille, juste derrière la ligne de front. L'image du soldat qui enlève l'emblème nazi sur le Reichstag pour planter le drapeau soviétique, on dirait du direct, mais c'est presque 2 jours de tournage. Le hic aujourd'hui, c'est que quand tu visionnes les archives des Russes, ça fait vraiment vrai, tandis qu'avec les Américains, tu as l'impression de te promener dans un studio d'Hollywood. On va s'arrêter ici, d'accord? Et on prendra la semaine prochaine la suite de la nouvelle. Rien ne vous empêche, vous, de lire la suite si vous le souhaitez. Ici, alors le texte peut être un peu complexe, on a 2 journalistes, d'accord, qui sont Jean-Yves et son caméraman, qui sont dans un pays en guerre et qui font des reportages directement dans ce pays. Ils ont un appel de la France, de Paris, de leur chef, donc Polex, qui leur dit qu'actuellement, il n'y a pas assez d'audience et qu'il faut trouver un sujet qui fonctionne. Sauf qu'actuellement, à Kotorsk, donc dans cette ville, pays en guerre, il ne se passe rien. D'accord? Pas grand-chose en tout cas. Polex leur propose éventuellement, comme l'ont fait certains, de venir, enfin en tout cas de trouver un sujet qui puisse faire de l'audimat, c'est-à-dire de l'audience qui vont plaire aux gens. D'accord? Voilà pour ce qui est de notre première étape de lecture. Je vous remercie.